Everbridge est heureux de vous présenter l'émission Parcours. Bonjour à tous, c'est votre émission Parcours. On refait le monde des directeurs sécurité sûreté, leur vie professionnelle, leurs expériences et leurs missions. Et aujourd'hui, c'est au tour de Guillaume Barlier, responsable sûreté de la chaîne de magasins hard discount néerlandaise Action, de venir se confier. Guillaume, bonjour. Bonjour Alexandre. Merci d'être sur le plateau d'Agnews Sécurité. Vous faites vos études à l'université de Paris 2 à Panthéon-Assas. Vous êtes parisien d'origine ? Oui. Donc vous avez fait toute votre jeunesse et votre vie étudiante à Paris. Depuis ma naissance jusqu'à maintenant. D'accord. Quand vous étiez petit garçon, comme le dit si bien la chanson de Michel Sardou, quel métier vous rêviez de faire ? Ça remonte un petit peu. Je ne me souviens pas d'avoir forcément eu des ambitions si jeunes, mais assez rapidement, le secteur de l'investigation, dans un premier temps, s'est présenté. D'accord, donc pas de métier pour certains qui veulent être cow-boy, policier, pompier. Vous, il n'y avait pas forcément une envie, mais assez rapidement, et on va voir effectivement l'investigation. Ces études, vous les débutez donc en 2005 avec une maîtrise de droit, mention carrière judiciaire, puis une licence professionnelle de sécurité des personnes et des biens, mention enquête privée. Donc ça, c'est une orientation qui est assez originale, qui est assez intéressante. Enquêteur privé, soit plus communément détective. Exactement. Pourquoi ce choix ? Un peu par opportunité ou par hasard, mais à la fin de mes études de droit, je n'avais pas d'ambition particulière et il y avait cette formation qui était proposée à Paris 2. Je me suis dit que j'allais aller voir ce qu'il en était et avec l'idée, l'objectif de m'installer comme enquêteur privé à l'issue de la formation. C'est pas parce que vous étiez passionné d'Hercule Poirot ou d'autres détectives célèbres, incarnés par Guy Marchand par exemple, que la vocation est née ? Non, mais enfin, je me souviens d'avoir lu Sherlock Holmes très jeune, ouais. Mais non, enfin, assez rapidement, je me suis quand même dit que la réalité devait être assez différente de la fiction. Et j'ai plutôt envisagé ça comme une profession para-juridique, ouais. Ce qui s'est avéré. Alors effectivement, vous allez officier en libéral comme détective. Durant presque 2 années, de 2007 à 2008, vous travaillez sur des enquêtes, entre autres de contentieux familiaux et de recherche de personnes. Quelles sont peut-être une ou 2 missions les plus significatives que vous ayez menées sur ces 2 cadres-là ? Alors dans les contentieux familiaux, on pense souvent à l'adultère, mais qui est un contentieux qui est un peu en voie de disparition. En voie de disparition. Mais dans le cadre malgré tout des procédures familiales, il y a des contentieux relatifs à la garde des enfants. Oui. Oui, j'ai pas mal travaillé sur des sujets, des dossiers de ce type. Ouais. Donc pour démontrer peut-être que mon client avait un meilleur intérêt à avoir soit la résidence, soit une résidence alternée, soit une résidence exclusive chez lui pour les enfants du couple, du coup de l'ex-couple. Ouais. En dehors de ça, effectivement, des contentieux. On peut donner des exemples de choses que vous avez vécues un peu fortes. Alors c'est quand même couvert par le secret professionnel, oui, mais on reste en flou. L'idée, c'est quand même que c'est vraiment une profession para-juridique. L'objectif n'est pas forcément l'objectif de cette profession, c'est d'apporter des preuves à nos clients, pas forcément de découvrir des choses ou d'être trop intrusif dans la vie privée de la partie opposée. Donc l'idée, c'est plutôt d'apporter dans un cadre en collaboration avec l'avocat des preuves qui puissent être utilisées en justice et permettre à notre client d'emporter le contentieux. Et alors, en termes de recherche de personnes, ce que vous avez fait également, c'est dans quel cas de figure que vous avez mené des recherche de débiteurs, beaucoup. D'accord. Voilà. Non, c'est pas des personnes disparues. Ça peut arriver. Moi, j'en ai pas. Dans ma courte carrière d'enquêteur privé, j'ai pas eu ce genre de dossier, mais c'est des dossiers qui existent aussi dans le. C'est les gens qui font le tour de Maringy, c'est je dois de l'argent et je disparais. Exactement. C'était ça. Alors, vous êtes reçu à l'examen de certification de l'Agence française de lutte contre la fraude à l'assurance, et donc vous traitez aussi des dossiers commerciaux pour les compagnies d'assurance. Quel type de dossier ? C'est assez simple, les compagnies d'assurance sont régulièrement victimes de fraude, soit à la souscription, soit à la déclaration de sinistre. Évidemment,
la commission d'une fraude par l'assuré exclut le bénéfice de la garantie. Et l'objectif de l'enquêteur d'assurance, c'est de démontrer une éventuelle fraude. Ce n'est pas systématique dans les dossiers pour lesquels nous sommes saisis, c'est même plutôt l'exception, enfin c'est plutôt la minorité. Mais évidemment, sur des sinistres importants, c'est un très gros enjeu pour l'assureur. Et là, sans citer de nom, bien évidemment, est-ce qu'il y a peut-être une affaire particulière qui vous revient en mémoire que vous aimeriez nous relater? Oui, je pense, enfin, c'est très classique, hein, mais un sinistre important, un sinistre bâtimentaire important, et assez rapidement, l'assureur a des doutes sur l'origine de la facture. L'idée, c'est d'aller démontrer par un faisceau d'indices que, effectivement, l'artisan n'existe pas, ou voilà, avec de l'enquête de terrain, aller acheter des adresses, éventuellement de la filature, du recueil d'attestations. Et voilà, mais c'est toujours un faisceau d'indices qui va permettre à l'assureur de... Bien sûr. Voilà. Ça, c'est aussi l'intérêt de ce métier, c'est qu'on fait beaucoup de terrain. Oui. Ouais. Oui. Alors, badaboum, septembre 2008, vous allez chez Monoprix, mais au lieu, vous, d'y faire vos courses, vous y allez pour être responsable sûreté. Pourquoi vous passez en sécurité privée? Pourquoi vous quittez ce métier très original et finalement assez rare des détectives privés? Alors, en raison d'une opportunité, même si dans mes ambitions, j'avais l'ambition un jour d'intégrer un service de sûreté d'une entreprise. C'est arrivé un peu rapidement, j'aurais bien continué ce métier encore quelques années, c'était très intéressant, assez fatigant aussi. Ça, effectivement, quand on a préparé cette émission, vous me l'avez dit, c'est un métier qui est fatigant, il y a un rythme de travail, et puis pour la vie de famille, c'est pas forcément très facile. Donc ça aussi, ça joue sur le fait que vous passiez sur un métier de sécurité privée chez Monoprix. Ça remonte à quelques années, mais sans doute peut-être un peu, oui. Une forme de confort, même si les services de sûreté ne sont pas vraiment les services les plus reposants en entreprise. Mais oui, ça peut être un peu joué à l'époque. Comment s'est passé le recrutement? Est-ce que c'est par le réseau? Est-ce que vous avez vu passer une annonce et vous êtes dit tiens, c'est le moment de tenter ma chance? Non, il y avait un peu de réseau, réseau enquêteur privé qui avait une connexion avec l'entreprise à l'époque. D'accord. Donc assez rapidement, vous êtes recruté? Oui. Process classique de recrutement? Court mais classique. Court, ce qui est assez rare aujourd'hui, donc tant mieux. C'est stressant, peut-être. Responsable sûreté, vos missions sont nombreuses, entre autres responsable de la lutte contre la démarque inconnue et la fraude. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu? Alors, Monoprix cherchait vraiment un profil enquêteur pour prendre en charge les problématiques liées aux fraudes un peu complexes qui nécessitent d'avoir des connaissances juridiques, des connaissances techniques d'enquête. Et pour traiter une problématique qui n'est pas écrasante dans les entreprises de distribution, mais qui existe quand même, c'est la fraude interne. Du vol par les salariés, les employés. Commis par des salariés, des prestataires. Donc ça concerne une petite minorité de collaborateurs, bien évidemment, mais c'est quand même un sujet sur lequel qui demande qui est assez impactant d'un point de vue technique. Et donc Monoprix avait ce besoin historique sur ce sujet. Donc ça tombe bien, vous aviez le profil idéal. Et là, qu'est-ce que vous mettez au point justement pour essayer de lutter contre cette fraude en interne? Alors, c'est toujours le même binôme entre prévention et réaction, je dirais. L'idée, c'était un peu de moderniser les process dans un contexte... Le vrai challenge dans ce domaine, c'est que la menace, elle vient en interne et qui n'en demeure pas moins que les malveillants sont des collaborateurs et qui doivent faire l'objet d'un traitement qui corresponde au cadre du travail, avec de la loyauté, du respect, pas de paternalisme excessif, mais une certaine intransigeance malgré tout. Donc il fallait mettre en place des process qui correspondaient à ces principes, moderniser peut-être un peu le process chez Monoprix, en s'appuyant sur un peu de technologie, notamment dans de l'analyse de données. Voilà. Donc j'ai travaillé à ça dans la continuité de mon prédécesseur qui avait déjà entamé le chantier. Et j'ai bénéficié de l'encadrement d'un chef de département qui était très expérimenté et qui m'a permis
de découvrir tous les aspects de la sûreté dans une entreprise de retail. Là, on parle de fraude en interne. Est-ce que vous avez travaillé également sur la fraude via des clients, par exemple? Oui, bien sûr. Oui, des réseaux de faux moyens de paiement, des réseaux organisés de vol à étalage, qui sont des délinquances organisées. Oui, bien sûr. Il y a carrément des bandes organisées pour du vol en grande surface. Oui. D'accord. Et donc là, j'imagine un lien assez étroit aussi avec les forces de sécurité publique. Oui. Enfin, un lien quotidien, un lien local et quotidien, je dirais. Ouais. Il s'agit de trouver les bons interlocuteurs localement pour pouvoir effectivement mener de front à la fois notre enquête interne et puis les procédures pénales qui s'en suivront éventuellement, qui ne sont pas systématiques, qui ne sont pas toujours nécessaires, mais qui le sont parfois. Chez Monoprix, en termes d'agents de sécurité, on sait aujourd'hui à peu près combien de personnes travaillent sur les différents sites? Alors, ça fait 5 ans que j'ai quitté Monoprix. À l'époque, à l'époque, on avait des prestations importantes dans la plupart de nos sites, oui. Importante, ça fait combien? Environ à peu près, il y avait des agents de sécurité dans à peu près tous les magasins. Oui, ça, c'est des prestations externes, des sociétés de sécurité externes. Oui. D'accord. D'ailleurs, vous faites la supervision des prestations de surveillance. Ça consiste en quoi? Créer un partenariat avec nos prestataires, être au contact. Alors c'est quelque chose de très peut-être qui vient de mon passé d'enquêteur, mais effectivement être proche du terrain, il faut aussi bien parler avec les présidents des sociétés de surveillance humaine qu'avec les agents de sécurité, avec les collaborateurs en magasin qui vont évidemment superviser au quotidien les prestations. Et s'assurer que tout roule, tout simplement. Et c'est essentiellement des sociétés de sécurité humaine, enfin d'agents de sécurité, ou vous aviez fait appel aussi à des sociétés de sécurité dans d'autres univers? Dans la distribution, on a effectivement s'appuie aussi sur des solutions technologiques et techniques, évidemment. Vidéosurveillance. Détection d'intrusion. Est-ce que justement vous avez travaillé sur ces dossiers pour suivre l'avancée des nouvelles technologies et pouvoir progresser justement dans votre travail grâce à ces technologies? Alors oui, bien sûr, il faut rester en veille sur ce sujet. Le petit enjeu, à mon éthique personnelle sur le sujet, c'est que c'est toujours le besoin qui va commander la technologie, et c'est pas la technologie qui doit créer le besoin. Et dans un environnement économique avec beaucoup d'innovation, il faut un peu se méfier de cette dérive qu'on pourra avoir. Et c'est pour ça qu'il est toujours important de rester proche du terrain, proche des besoins, être au quotidien avec les opérationnels commerciaux, évidemment, pour savoir quels sont vraiment les besoins et les solutions à mettre en avant. Et à ce propos, le fait d'être sur le terrain, proche des collaborateurs, est-ce que ça rejoint cette mission que vous aviez également, qui était de la formation interne au personnel en magasin? Oui, ça rentre dans ce cadre, évidemment. Proposer des procédures et les faire vivre au quotidien dans le cadre de réunions régionales, ce que je continue à faire aujourd'hui, c'est très important. Les services sûreté sont vraiment un service support pour des collaborateurs qui sont challengés sur ce sujet sur le terrain, souvent, et il faut leur montrer qu'on a des solutions à leur proposer. Alors vous participez au projet transverse en tant que référent sûreté et entre autres la refonte du système de caisse. C'est quoi cette refonte? Tout simplement, dans tous les projets transverses, il peut y avoir une petite partie, un impact sûreté ou des éléments de sûreté à apporter. Sur un système de caisse, il faut le rendre plus sécure. D'accord. Ce qu'on appelle la refonte, c'est effectivement au fur et à mesure, et aussi peut-être avec les technologies, rendre ces caisses de plus en plus sûres. Vous intervenez également sur l'évolution des stratégies d'animation commerciale. On s'éloigne un petit peu de la sécurité ou pas tant que ça? Non, c'est toujours dans ce cadre-là. C'est toujours pour apporter mon expertise sur la stratégie commerciale. Ça peut être l'animation commerciale, par exemple, c'est les programmes de fidélité qui peuvent aussi créer des faiblesses en termes de sûreté, malveillance, fraude. Par exemple?
juridiques et tout type de programme de fidélisation des clientèles, en générant des avantages, peuvent être l'objectif peut être détourné par des gens qui ont de mauvaises intentions. On s'en doute pas comme ça quand on reçoit notre bon de réduction, voilà. Choses comme ça, mais il y en a qui s'infiltrent dans les brèches. C'est ça, mais ça reste toujours une petite minorité, difficile à identifier en amont. Il faut avoir une prudence certaine, sans bien sûr embêter le déploiement d'un dispositif d'animation commerciale qui a un grand intérêt. Alors, vous travaillez chez Monoprix jusqu'à fin 2016, et donc décembre 2016, vous quittez cette enseigne pour devenir chef du département sûreté au sein du groupe Action, chaîne de magasins donc hard discount, qui est néerlandaise. Aujourd'hui, je crois que c'est au moins 614 magasins en France. Peut-être même plus aujourd'hui. Ça bouge souvent, donc là on va être à 665 cette semaine. Chaque jour il y en a un nouveau. C'est une chaîne qui s'est implantée aux alentours de 2012 en France. C'est ça. Pourquoi avoir fait ce choix Parce qu'on passe alors c'est pas du tout péjoratif quand je dis ça, mais la grande surface, la distribution plutôt qualitative de Monoprix à du hard discount. Oui. Moi j'avais la volonté d'intégrer un groupe international, d'évoluer à titre personnel vers plus de responsabilités aussi. Et j'étais très content chez Monoprix, c'est une très belle entreprise, mais j'avais besoin d'un nouveau challenge. Je n'avais jamais entendu parler d'Action au moment où j'ai postulé, comme beaucoup de gens qui ont intégré Action à cette époque d'ailleurs. Et je me félicite de ce choix parce que c'est un challenge un peu différent, toujours dans le même secteur d'activité, et très très intéressant. Et j'imagine parce que récent, il y avait beaucoup de choses à faire et à mettre au point. Oui, alors l'entreprise a quand même plus de 25 ans, elle existe aux Pays-Bas depuis les années 90. Donc une expertise à l'étranger. Une expertise à l'étranger, mais des problématiques un peu différentes en France. Non pas que la France soit un pays moins sûr, mais tout simplement lié au fait que le succès en France est très important, la fréquentation est très importante, et qu'il fallait un petit peu adapter l'outil, les magasins, tous les process, au challenge de sûreté malveillance qu'on rencontre en France. Donc effectivement beaucoup de choses à mettre en place, il y avait en s'appuyant sur des bases déjà solides, mais beaucoup de choses à mettre en place quand même. Et donc là aussi, dans chaque magasin, il y a des agents de sécurité? Alors on a des agents de sécurité sur certains créneaux, dans certains magasins. D'accord, pas partout forcément? Pas forcément partout tout le temps, non. Là, c'est pas de la formation en interne d'agents de sécurité, vous faites appel aussi à des sociétés externes. Oui. Et justement, vous parliez peut-être des modes de fonctionnement différents par pays. Vous couvrez tous les autres pays où le groupe s'implante, me semble-t-il? Alors, je suis principalement dédié à la France, mais il n'y a pas de responsable sûreté dans la plupart des autres pays. Et donc, j'interviens sur des sujets plus ou moins pérennes dans certains autres pays du groupe, récemment l'Espagne, pour mettre en place des prestations de surveillance humaine, par exemple. Et donc, il y a vraiment des traditions différentes en termes de sécurité, sûreté d'un pays à l'autre, quand bien même ça soit en Europe? Il n'y a déjà pas toujours les mêmes risques, pas toujours la même réponse des autorités, je dirais, et puis surtout un cadre juridique totalement différent, et dans notre métier, la maîtrise du cadre juridique reste importante pour organiser un appel d'offres. Donc il faut un peu d'expertise quand même, sûreté, en plus de l'expertise pays qu'il peut y avoir. Est-ce que dans le cadre du continuum, ce que vous aviez développé chez Monoprix, vous le développez également chez Action, c'est-à-dire ce lien avec les forces de sécurité publiques, que ce soit police ou gendarmerie? Par la force des choses, et encore une fois, dans le cadre, dès lors que le besoin s'en fait ressentir, oui, on sera malheureusement parfois amené à engager des procédures pénales. Mais est-ce qu'en amont déjà, on échange avec les forces de sécurité publique, justement, pour préparer le terrain, pour anticiper? Alors le gros challenge chez Action, comme vous l'avez un peu souligné, c'est la croissance. On ouvre des dizaines de magasins chaque année. Oui. Plus d'un magasin par semaine en moyenne en France. On ouvre de nouveaux pays également chaque année. C'est un peu difficile de tout anticiper. Donc on va anticiper le plus possible, et puis ensuite créer les relations quand le besoin s'en fait sentir. Mais ça a toujours été un peu ma façon de fonctionner, quand même plutôt
après quelques années d'expérience, j'ai un peu les codes pour trouver les bons interlocuteurs, pour faire entendre le besoin. C'est important de nouer cette relation, hein, de toute façon, quand on est à ces postes-là. Oui. C'est obligatoire. Alors, parmi vos différentes missions, j'en ai retenu quelques-unes significatives. Vous faites l'évaluation et l'amélioration des dispositifs techniques de sûreté. Dans ce cadre-là, quelles nouveautés ont été mises au point depuis que vous y êtes? Alors, peut-être pas ce qui semble le plus évident dans notre activité, mais par exemple, on a déployé un logiciel d'analyse de données pour les données financières qui permettent d'identifier des flux anormaux de tout type. Et ensuite, on est en veille sur les dispositifs technologiques classiques de la distribution vidéo. Vous avez de la vidéo dans tous les magasins? Dans tous les magasins, oui. D'accord. Est-ce que les logiciels qui repèrent des comportements suspects font partie des choses que vous utilisez? C'est un sujet sur lequel je suis en veille. Aujourd'hui, ce que je vous disais, il faut réfléchir aux besoins avant de tout se faire. Et pas forcément se plonger dans la technologie, mais c'est un sujet sur lequel je suis évidemment en veille. Voilà, ça fait partie des choses à réfléchir. Tout à fait. Vous faites du management des incidents de sûreté, et dans ces incidents de sûreté, on cite les agressions, les cambriolages, les vols à main armée, la délinquance organisée. Là aussi, c'est régulier, aussi bien chez Action que ce que vous avez vécu chez Monoprix, interne ou externe. C'est sensiblement différent. Encore une fois, le principal challenge chez Action, c'est de gérer le succès dans le cadre d'une croissance très rapide et une fréquentation très élevée, très importante. Je vais mettre de côté tout de suite le risque vol à main armée, qui est un risque qui est réel, mais qui est très exceptionnel et qui a tendance à être un peu en diminution, de plus en plus rare, mais qui a beaucoup d'impact dans les esprits. Et quand malheureusement ça peut être amené à se réaliser, ça demande de travailler sur la résilience avec les équipes et bien sûr en collaboration avec les services de police. Agression, cambriolage. Alors, on est en sûreté, on fait face à des comportements humains, parfois incohérents, surprenants, inattendus. Il faut un minimum d'anticipation, prévoir les dispositifs qui vont permettre de traiter ces dossiers, mais puis surtout réagir, apporter des solutions. Et la première étape importante, c'est d'avoir l'information, donc de mettre en place des outils de remontée d'informations, un suivi pour identifier des signaux plus ou moins forts d'activité qui pourraient demander un traitement plus ou moins urgent. Donc oui, je dirais qu'on a différents risques et certains vont être prioritaires sur d'autres en fonction de l'actualité. Et donc là, j'imagine aussi beaucoup d'échanges sur le terrain avec vos équipes. Hein. Oui. C'est très important pour les remontées d'informations. Bien sûr. Donc au quotidien. On a presque terminé cette émission, mais je voulais savoir, en tant que spécialiste, on peut le dire, hein, dans la grande distribution, puisque vous avez fait la majorité de votre carrière au sein de cet univers, quelles ont été justement les vraies avancées en sécurité, sûreté pour vous? Je pense que moi j'ai connu les réglementations, les débuts de la réglementation en matière de vidéoprotection, par exemple, qui a permis d'avoir des dispositifs plus adaptés. Oui. Une forme la création du CNAPS a quand même permis d'améliorer un petit peu la qualité et la conformité des prestations de surveillance humaine. Donc, des sujets auxquels je pense dans l'immédiat. Et justement, comment vous pensez que ce métier va évoluer dans un futur proche concernant bien évidemment cet univers particulier qui est la grande distribution? Je ne suis pas sûr qu'il y ait des révolutions à venir. L'idée pour moi reste, j'ai vraiment cette volonté de rester proche des besoins, proche du terrain. Je pense que c'est vraiment crucial. Donc, le métier évoluera en fonction de l'évolution du secteur de la distribution et de l'omnicanalité, de tout un tas de sujets. La gestion de la crise Covid en grande distribution, ça n'a pas été une vraie révolution, ça? Alors, ça a été plus une révolution, je pense, comme tout le monde, sur le plan de l'organisation du travail. Oui. Et ça a été beaucoup de challenges à relever, de coordination à mettre en place, qui était compliqué dans l'urgence au départ. Et puis on a appris
on a appris à vivre la crise longue depuis 2 ans maintenant. Merci beaucoup Guillaume Barlier. Merci Alexandre. D'être venu sur le plateau de la News Sécurité. Voilà, merci à Dream Team Agora, à la production et réalisation de cette émission. On se retrouve très vite. En attendant, prenez soin de vous. Ciao. Everbridge a été heureux de vous présenter l'émission Parcours.